Face à des gouvernements de plus en plus impopulaires en Europe, des voix s'élèvent pour réclamer une démocratie directe, à l'instar de la Suisse, comparée à une démocratie indirecte actuellement en vigueur. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les avantages et les inconvénients des mécanismes de référendum et d'initiative constitutionnelle. Premièrement, une question de terminologie. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les systèmes politiques, la forme de gouvernement est déterminée par les détenteurs de la souveraineté politique, ceux qui ont le pouvoir de décision. Donc, dans une forme de gouvernement purement démocratique, n'importe quel citoyen pourrait demander la tenue d'un référendum, prendre n'importe quelle décision. Que ce soit un changement de constitution, de loi ou n'importe quelle politique publique, comme la construction d'un nouvel aéroport. Également, n'importe quelle décision étatique serait sujette à l'approbation des citoyens, et pas du peuple. J'insiste sur la nuance. Il faut comprendre la différence entre citoyenneté, nationalité et population. Peuple est un mode d'usage courant, c'est pas un terme juridique. La citoyenneté est un statut juridique dans lequel une personne jouit de ses droits politiques. La nationalité est le fait d'appartenir légalement à une nation. Un enfant possède la nationalité, mais pas la citoyenneté. Un étranger fait partie de la population, mais ne possède pas la nationalité de son pays de résidence, et en principe ne jouit pas des droits citoyens, bien qu'il puisse exister des exceptions où les étrangers puissent jouir de certains droits citoyens, comme le droit de vote au niveau municipal dans certains pays. A l'inverse, un expatrié bénéficie de la citoyenneté et de la nationalité, mais il ne fait pas partie de la population, puisqu'il ne réside pas sur le territoire national. Dans ce qu'on appelle une démocratie indirecte, les citoyens ont le droit d'élire leurs dirigeants, et ceux-ci ont le pouvoir de prendre toutes les décisions qui leur conviennent. Donc, dans un cas, les citoyens ont le dernier mot en matière de décision politique, donc ils possèdent la souveraineté politique, et dans le cas de la démocratie indirecte, ce sont les élus qui ont, de manière légale et institutionnelle, le dernier mot. Si vous manifestez devant chez eux en les menaçant de leur couper la tête, vous avez peut-être le dernier mot, mais pas de manière légale et institutionnelle. De la même manière, si les citoyens choisissent de ne pas réélire un politicien, ça peut être un moyen de pression, mais un élu est en droit de ne pas respecter ses promesses et son programme. Donc, parler de démocratie directe ou indirecte n'est pas pertinent. Il y a une forme de gouvernement qui est composée d'institutions démocratiques et d'institutions non démocratiques. Dans ce qu'on appelle une démocratie indirecte, la seule institution qui soit démocratique est le mode de désignation des dirigeants, l'élection. Et c'est les élus qui, eux, détiennent le reste de la souveraineté politique, donc un petit nombre de gens. Une démocratie indirecte est un euphémisme pour parler d'une oligarchie élective. Maintenant, on va parler des avantages et des inconvénients des instruments de démocratie. Il faut séparer deux choses. Il y a les référendums qui demandent aux citoyens de ratifier une décision gouvernementale et des référendums d'initiative citoyen, où un groupe de citoyens demande la tenue d'un référendum sur une question de leur choix. Dans les référendums, qui sont une ratification d'une décision gouvernementale, il peut y avoir un référendum obligatoire et un référendum facultatif. Par exemple, un changement de constitution entraîne obligatoirement un référendum, mais pas une loi ordinaire. La loi ordinaire serait, elle, soumise à un référendum facultatif. Donc il faudrait que des citoyens récoltent un certain nombre de signatures pour lancer un référendum, par exemple. L'inconvénient, souvent avancé, serait que les gens n'aient pas les connaissances techniques nécessaires pour comprendre les questions qui leur sont soumises. Si on regarde les référendums qui ont eu lieu sur des questions techniques, dans les États américains qui le pratiquent, ou la Suisse, notamment sur des questions médicales ou scientifiques, les débats ne portent pas tellement sur des questions techniques, mais sur des questions d'ordre moral ou philosophique. Et tout le monde est compétent sur ces questions, pas besoin d'être un philosophe. Dans le cas où le débat resterait vraiment technique, en moyenne, les gens se rangent plutôt du côté du gouvernement. Donc l'argument que les gens ne sont pas des experts n'a pas vraiment d'impact. En plus, les élus ne sont pas non plus, eux, des experts. Et même si on écoute des experts, ils ne sont pas d'accord entre eux, et ils peuvent tous se tromper. Au final, c'est un choix politique. Les politiciens croient toujours que les gens sont plus cons qu'eux, alors que non, les politiciens sont tout aussi cons que la moyenne des gens. My problem is you're a senator. You are one of the very few people who are really running this country. It worries me that people are running my country who believe in a talking snake. You don't have to pass an IQ test to be in the Senate, though. Par exemple, en Suisse, il y a eu un référendum d'initiative appelé Monnaie pleine, qui visait globalement à établir un contrôle plus strict sur les banques et l'émission du crédit. Durant les débats télévisés, les banques et le gouvernement ont fait venir son lot d'experts. Et les initiants ont aussi fait venir leur lot d'experts, notamment mon ancien prof d'économie à l'université. À moins d'avoir une solide connaissance en économie, il était impossible de connaître les tenants et aboutissants de cette initiative. Comme les gens ne font pas confiance à ce qu'ils ne comprennent pas, il a été refusé. Ensuite, il y a un fort taux d'abstention dans les référendums qui portent sur des questions complexes,
Les gens se déplacent en plus pour des questions qui leur parlent politiquement. Il y a une tendance pour les gens qui se sentent incompétents, ou qui ne comprennent pas la question posée, ou qui ne se sentent pas concernés, de s'abstenir. L'intérêt personnel. L'intérêt personnel d'une grande partie de la population a plus de chances d'être plus proche de l'intérêt général que de l'intérêt personnel d'un petit groupe d'élus. Globalement, l'intérêt personnel d'un élu, c'est sa survie politique. Et pour ça, il a des comptes à rendre à son parti, à ceux qui ont financé sa campagne électorale et à ses électeurs. En plus de motiver ses décisions par des calculs politiciens de jeu de pouvoir. A l'inverse, un citoyen a l'avantage de ne rendre de compte à personne. Donc son vote est libre de contrainte, ce qui n'est pas le cas d'un député. Une chose qu'on pourrait craindre, c'est que les gens veulent des cercles carrés. Plus de dépenses, moins d'impôts. Dans les États américains qui ont le référendum, les impôts, les dépenses et la dette de l'État sont significativement plus faibles que dans les États qui n'ont pas le référendum. Pourquoi ? Parce que les gens sont plutôt conservateurs et assez attachés au statu quo. Donc les projets de baisse d'impôts pour les riches, les gens ne sont pas dupes et sont refusés. Les gros projets de dépenses motivés par l'ambition de certains élus et soutenus par des milieux économiques sont généralement refusés. Par exemple, les villes de Lausanne et Zurich en Suisse ont eu toutes deux des référendums pour la construction d'un métro. À Zurich, ça a été refusé plusieurs fois parce que la ville est déjà suffisamment bien desservie par les transports publics et les gens n'ont pas ressenti le besoin d'un métro. À Lausanne, c'était accepté parce que le besoin s'est suffisamment fait ressentir. Donc, qu'est-ce que les expériences suisses et américaines prouvent ? C'est que les gens n'aiment pas payer d'impôts, que les impôts soient équitables et que ces impôts soient bien dépensés dans des projets qui leur paraissent vraiment utiles. Donc non seulement les gens sont cohérents, mais bien plus responsables en matière de finances publiques que les élus. Il y a une bonne raison à cela, c'est que les élus, c'est pas leur argent, les citoyens, c'est leur argent. Donc le référendum a l'avantage de forcer une gestion plus responsable de l'État et que les décisions aillent beaucoup plus dans le sens que les gens veulent que dans le sens que veulent des lobbies avec suffisamment d'influence sur les élus. Après, comme pour les élections, ceux qui ont l'argent et les médias font beaucoup plus facilement gober leur propagande. Le désavantage est la dimension conservatrice, qui consiste à favoriser le statu quo. Tout changement n'est pas nécessairement une bonne chose, mais certains changements sont urgents et les gens mettent du temps à réaliser l'urgence de la situation. On peut imaginer un déploiement de troupes dans un pays étranger pour protéger les intérêts nationaux. Après, l'État est en droit d'agir en urgence et de retirer ses troupes si les gens refusent l'opération suite à un référendum. Mais pour les gens qui veulent un changement rapide et radical de la société, la démocratie n'est pas votre allié. Maintenant, on va parler du référendum d'initiative citoyen. Quand les citoyens récoltent un certain nombre de signatures pour changer une loi ou un article de la Constitution. Les opposants à cette institution prétendent que les gens vont voter pour des trucs comme ça. Alors prétendre que les gens vont voter sur des sujets avec lesquels vous n'êtes idéologiquement pas d'accord n'est pas un argument. C'est une tentative de diviser l'opinion des gens sur le sujet. C'est pour que des gens qui seraient favorables à l'initiative citoyenne, mais opposés à des propositions qui pourraient être acceptées en référendum, finalement s'opposent à ce projet. Maintenant, qu'on soit dans une autocratie, une oligarchie ou une démocratie, les décisions politiques qui seront prises n'iront pas toujours dans son sens. À la différence que, dans le cas d'un référendum, l'avis de la majorité est plus légitime que celui de la minorité. Donc, quand les gens disent qu'il va y avoir des référendums d'initiative sur des questions absolument horribles, ce sont des gens à qui le pouvoir en place convient très bien en réalité. Sauf que dès que le pouvoir changera sous une forme qui ne leur conviendra pas, leur opinion va très vite changer. Ça s'est vérifié historiquement. En Suisse, un des partis opposés à l'instauration de ces mécanismes de démocratie était le Parti libéral, un parti minoritaire. Ils se sont très vite rendus compte que c'était un outil absolument génial parce que ça leur permettait de bloquer les propositions du gouvernement et de soumettre au vote des citoyens leur agenda politique. Ensuite, l'exemple suisse le montre, l'écrasante majorité de ces initiatives ont été refusées. Donc craindre que les gens se mettent à accepter tout et n'importe quoi est infondé. Le peuple a tendance à être conservateur et réticent au changement. Alors on pourrait penser que c'est un trait culturel suisse, mais les référendums tenus dans les États américains, en Nouvelle-Zélande, en Italie et d'autres pays d'Europe montrent une tendance similaire. L'expérience a montré que le peuple ne prend pas plus de mauvaises décisions que les politiciens. Au contraire, il en prend même moins. Après, il y a un moyen de rendre ces institutions difficiles d'utilisation, voire de les saboter, comme par exemple demander un grand nombre de signatures dans un délai très court. Ensuite, il faut faire une campagne de votation, ce qui demande des moyens humains et financiers importants. Il y a aussi moyen de saboter les référendums en demandant un quorum de participation élevé, ce qui est le cas en Italie, où les opposants ne vont pas voter, ce qui ajoute leur poids aux abstentionnistes afin de rendre le référendum invalide. Il y a aussi le fait de mettre en place des interdits constitutionnels sur les questions qui pourraient être soumises à référendum, ce qui a pour effet de vider de substance l'initiative citoyenne et de la rendre inutile. On peut prendre comme exemple l'interdiction de faire une initiative remettant en cause les valeurs fondamentales de la République, ce qui est un truc complètement subjectif et servir d'excuse au régime pour invalider toutes les initiatives qui le dérangent.
Ces institutions de démocratie ne sont pas des outils miracles qui résoudraient tous les problèmes de gouvernance d'un pays. Mais loin de les aggraver, ça a tendance à les améliorer. Il y a aussi des effets bénéfiques indirects, comme favoriser une culture de compromis et de dialogue entre les différentes forces politiques. Aussi, les décisions sont plus difficiles à prendre, mais quand une décision est prise, elle est finale et légitime, ce qui permet une plus grande effectivité de l'action de l'État.